Vendredi 31 octobre 2025, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine. C'est le Spooky Day, Halloween Day. Alors, j'ai peur que les zombies ne viennent pas au studio pour me déconcentrer. Oui, aujourd'hui. Alors, je suis prêt à affronter les zombies. Bienvenue à tous et toutes. C'est le grand journal qui rentre chez vous depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Erlich, dans Hélas, pour présenter ce grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude pour bien manger. C'est Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne, sans limite. C'est Brothers Café Créole. P-News, les informations à la vitesse de la lumière pour rester bien informé de tout ce qui se passe dans le monde. P-News, votre référence dans l'information. Suivez P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Alexa, Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Allez, Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous et tous les jours. Swag Radio très bientôt, les smartphones. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube et très bientôt sur TikTok. Tout de suite, voici les infos. Les autorités sanitaires ont confirmé l'identification de 4 cas suspects de choléra dans la commune de Grand-Gosier, située dans le département du sud-est d'Haïti. Plusieurs autres habitants présentent également des symptômes de diarrhée aiguë, suscitant de vives inquiétudes dans la région déjà fragilisée par les inondations récentes. Selon Ronald Delis, directeur départemental de la protection civile du Sud-Est, 110 personnes ont trouvé refuge dans des abris provisoires après les fortes pluies qui ont touché la zone ces derniers jours. Certaines sections communales Grand-Gosier demeurent encore inondées, compliquant l'accès aux soins et les interventions d'urgence. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Et pour l'instant, Mélissa a éloigné surtout vers Bahamas, mais il a toujours quitté nous au niveau du département sud-est sur une alerte rouge par rapport à forte pluie et orange par rapport à cyclone. Et on a rappelé qu'au niveau du système national, il y a deux niveaux d'alerte. Il y a un niveau d'alerte par rapport à cyclone et il y a l'autre par rapport à inondation. Et c'est ça que fait nous expliquer comme ça. Par rapport à inondation, nous sommes toujours sur alerte rouge et nous constatons que la pluie continue de tomber au niveau du département. Et par rapport à cyclone, nous sommes sur alerte orange. Et c'est ça que fait nous ouais, parfois gagner de petits vents modérés qui soufflé et sous département. J'ai que nous ouais, Jacques Mel levé matin, c'est comme ça tout le reste du département les levé par rapport à la pluie qui continue de tomber. Et en termes de abri provisoire, nous avons 110 personnes qui sont dans abri provisoire, nous avons 69 au niveau de Grand-Gosier, nous avons 38 au niveau de Marigot qui logent dans un espace qui est l'équibro au niveau de Savane du Bois et dans l'autre espace qui c'est Centre Bambou qui est au niveau de Wau Macari. Et pour l'instant nous gagnons 3 personnes qui constituent 2 familles qui logeaient dans le lycée Wilson Chancy au niveau de Kajacmel. J'ai que nous constatons le département sud-est gagne plusieurs situations d'inondation, même si pour un peu la dernière c'est 2 inondations partielles. Si nous prenons par exemple section communale Mapou, les mêmes qui inondé partiellement et pour une délégation répété là qui te gagné en pile plantation maïs, pitimi, pois Congo qui te paré pour récolter et produire ça pour l'instant. En Haïti, le réseau national des paysans haïtiens, RENAPA, monte au créneau pour dénoncer le silence de l'inaction et l'inaction du gouvernement face aux dégâts considérables causés par l'ouragan Mélissa dans plusieurs régions agricoles du pays. Selon l'organisation, les autorités n'ont pris aucune mesure concrète pour venir en aide aux paysans sinistrés, pourtant durement touchés par les inondations et les pertes massives de récoltes. Jean-Célus Aristide, coordonnateur national du RENAPA, fustille ce qu'il qualifie de comportement mafoubin et indifférence totale de la part du gouvernement. Les paysans sont abandonnés à eux-mêmes, sans semences, sans outils, sans aucune assistance technique ni alimentaire, a-t-il déclaré, accusant les dirigeants d'ignorer la souffrance de la population rurale. De ce côté, John Delisy, responsable juridique du RENAPA, a rappelé que l'État a l'obligation légale et morale d'intervenir en cas de catastrophe naturelle. Il appelle
Les autorités agissent rapidement afin d'éviter une crise alimentaire aggravée par la destruction des plantations et des infrastructures agricoles dans le département de l'Ouest 2. Auxiliaire Jean Dionona, coordinateur départemental du RENAPA, décrit une situation alarmante. Des centaines de familles ont tout perdu. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Le peuple haïtien a tombé aujourd'hui là. Je dis à peuple haïtien depuis 2024, il y a un cyclone arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais dernier cyclone qui vient de passer là, c'est pas cyclone gang, c'est pas cyclone l'État. C'est pas cyclone l'État, c'est cyclone importé sur la Nati. Je dis à un cyclone qui va se avec dame qui vient de Mélissa. Les n'a regardé ça qui a passé au Caille. Les n'a regardé ça rapport pour sous grande danse. Les n'a regardé Tigouave là, nous avons 10 personnes qui mourent Tigouave dans la section Tigouave. Les n'a regardé troisième section Bellefontaine là, quand même un qui passe là. Le sort de Jacques Bel, il envahit mon eau. Il n'y a pas qui c'est pour y arrêter aujourd'hui. Et ça fait aujourd'hui, nous-mêmes en RENAPA, qui c'est le réseau national pays haïtien, comme nous c'est moun qui te choisi, yon moun nous te voyé dans le conseil présidentiel là, n'a demandé aussi pas penser avec paysans qui te voyé à représenter nous dans le conseil présidentiel là. Je dis à peuple là que des bras croisés dans la ria, yo pas connait qui c'est pour yo relé. Mais je dis à là à Pétionville pour me traverser l'autre bord pour m'aller dans troisième Bellefontaine, le Jacques c'est pour me jamber le pas capable. La route pour me changer le pas capable, m'pas ka jamber la moto, on ti route nous qu'on passer en haut pour nous aller machine qu'on force pour y aller, mais je dis à nous pas capable passer. N'a demandé délégué départemental là, qui ça a fait pays dans l'ouest là. N'a demandé délégué 3 délégués, 4 délégués qui dans l'arrondissement, délégués dans l'arrondissement nous croit des bouquets, magistrats yo, m'a demandé ministre intérieur, mais commune croit des bouquets comme une grosse commune pas de magistrat là-dedans. Qui ça va faire? Je dis à peuple à courir, je ne sais pas qui moun pour y relé. Je dis à nous-mêmes en RENAPA, nous venons l'aimer pour nous demander délégué départemental là, pour nous demander délégué quoi des bouquets là. Si on pas prendre responsabilité pour démissionner, pour connaître peuple à prêter, peuple à arrêter, pourquoi on pas qui nous a prêté? Parce qu'on va pas gros arrondissement comme quoi des bouquets. Je dis à pour peuple à courir pour connaître qui côté à prêter. Nous pas contre bureau magistrat, nous pas contre bureau vice-délégué. Le directeur du bureau régional des travaux publics à Tigouave, l'ingénieur Franck Célestin, a réagi avec fermeté face aux accusations qui cherchent à le rendre responsable du drame survenu récemment dans la région. Selon M. Célestin, plusieurs voix tentent d'impliquer son nom dans la catastrophe, alors que le bureau régional n'a jamais disposé des moyens nécessaires pour intervenir sur la rivière en question. Malgré toutes les démarches entreprises, l'État central n'a fourni aucun appui technique ni financier pour permettre une action préventive, a-t-il souligné. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Parce que ça rive là, on dit même les ponts ont été curés pour les mettre à toujours arriver parce que nous estimons son catastrophe environnementale côté que doit quitter les principales les décider font route et personne ne peut imaginer trajectoire de l'eau prend qu'elle tape pour une trajectoire comme ça. Ça vient montrer le niveau problème environnemental qui gagne en amont Rivière-la-Digue. Côté que Rivière-la-Digue demande pour des grandes décisions qui prend sous lit. Pour l'État, d'accord, tout ministère qui concerne pour faire synergie pour monter dans le monde, tout versant qui alimente les rivières là, pour prendre versant ça en charge, pour mettre des infrastructures biologiques et mécaniques. Une façon pour permettre les lacs de tomber, pour empêcher le sol alluvionnaire là, descendre en grande quantité, gens qui descendent dans la rivière là, pour permettre que les gens qui dans le périmètre rapproché de la rivière là, soient capables de rester en toute sécurité. Donc c'est une situation que nous déplorons, un pile monde mourir, un pile bien perdu, ça fait mal en pile. C'est un problème mécanique. Le problème c'est carburant pour l'État toujours mettre à disposition nous et d'autres accessoires pour permettre que nous fassions travail dans la rivière là. Maintenant, niveau côté que la rivière là dit quitter les rivières pour l'autre direction, on dirait même lorsque pont a été curé, le problème ça a été toujours. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal alors que le gouvernement central n'a pas encore débloqué de fonds
Pour répondre aux conséquences du passage de l'ouragan Mélissa, les autorités départementales du Sud-Est s'organisent déjà pour anticiper les besoins urgents en matière d'assistance et de secours. Le délégué départemental Jules-Pierre Michel Lafontaine a indiqué que plusieurs dispositions préventives ont été prises afin d'éviter que la ville de Jacmel ne soit coupée du reste du pays. En effet, la montée des eaux de la rivière située au niveau du bassin Caïman menace de rompre la principale voie de communication reliant Jacmel à Port-au-Prince. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Même le temps beaucoup éclairci net, mais nous avons commencé à travailler sur réponse. Et parce que la population en difficulté, et des réponses que nous avons commencé à réfléchir sur lui. C'est ça que fait hier. Nous avons eu une rencontre avec ensemble de directeurs départementaux et côté responsable de protection civile à travers le bilan que le gain a parlé de différents et problèmes et chaque secteur qui genre nous parle réagir par rapport à problème que nous gagnons. Problème santé directeur de protection civile a parlé de ça et le directeur santé publique a été là hier et il a travaillé sur ça. Ensuite, agriculture, il y a même en phase inventaire toujours. Donc, il y a un travail pour gagner un bilan définitif et puis pour qu'on ait qui répond à ça. Après ça, le secteur qui peut toucher, c'est les travaux publics. Les affaires, là, nous, ensemble avec le directeur des travaux publics. Là. Et côté, nous connaissons route de l'amitié qui c'est une route importante pour le département et presque tout le Grand Sud là parce que les commerces qu'a fait pour le moment là par rapport à Jean-Port-au-Prince bloqué, il y a un pile monde c'est dans le Grand Sud là c'est sous zone pédénale en sapite c'est là il y a ravitaillé pour alimenter donc route ça c'est une route qui est extrêmement importante et dans ce sens nous avons fait contact déjà nous-mêmes avec CPTA à travers un coordonnateur et ensuite nous avons parlé avec le ministre intérieur pour puisque une compagnie qui déjà travaille sur route là et bien que des gars qui nous fait là pas peut-être le contrat que le gagne donc nous demandons pour rencontrer avec le ministre des Travaux publics avec compagnie et peut-être avec bail de fonds qui s'ébite pour voir qui gens dans l'immédiat et dans l'urgence qui gens ont fait intervention. Nous comprenons que la population est très soucieuse de ça et nous comprenons tout. Donc dans ce sens ça et contacter à fait nous pouvons gagner réponse. Gain l'autre réponse que nous avons supposé capable bail tout mais malheureusement nous capables de dire à part de ministre intérieur qui vont contact sérieux avec nos côtés nous discuter pour le moment et dans le niveau département sud-est et fonds d'urgence beaucoup disponible et pour le moment nous pas en situation pour nous et on a réfléchi, on a travaillé, on a fait mise en place mais réponse directe côté à nous pas en situation pour nous faire ça. Et deuxième l'autre bagaille c'est que moun yo campé dans la caillou depuis environ 8 jours, il y a des gens qui a fait face à des difficultés, pas de moyens, des gens qui pas à manger, il y a des zones qui sont très affectées, ils ont des difficultés. Ton chef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, Halloween Night. Les zombies seront dans les rues. Alexa Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h sur 24. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, on est avec du style. Le son qui swag, c'est Swag Radio. Pour bien swaguer, il faut bien manger. Passez à Bonneuse Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 2 94 14 25. La cuisine haïtienne sans limite, c'est un Bonneuse Café Créole. Restez bien informés, P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook, sur WhatsApp, P-News, votre source numéro 1 d'information. Eh bien, Swag Radio très bientôt dans les smartphones, Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Swag Radio sur YouTube, sur Facebook, likez la page de Swag Radio. Le passage de l'ouragan Mélissa en Haïti a laissé un lourd bilan humain. Des dégâts importants, au moins 20 personnes sont mortes au pays, alors que l'ouragan se dirige désormais vers les Bermudes. De Port-au-Prince, le journaliste Jean-Daniel Sénat témoigne de la situation en Haïti sur Radio-Canada. Port-au-Prince, parler avec le journaliste Jean-Daniel Sénat. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes à Port-au-Prince, dans la capitale, mais quand même, vous avez des échos de ce qui se passe. À quoi ressemblent les régions touchées par l'ouragan Mélissa?
C'est la désolation dans la ville de Petit-Goâve qui se situe dans le même département que la capitale Port-au-Prince à cause d'une rivière qui était en crue et qui a laissé son lit et avant hier soir. Eh bien, cette inondation a provoqué 21 morts, parmi lesquels 10 enfants. Et cela a également provoqué plus d'une vingtaine de blessés et plus d'une dizaine de personnes disparues. Donc c'est une situation très insoutenable et très tragique qui est survenue dans la ville de Petit-Goâve. Et comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, Haïti n'était pas situé sur la trajectoire de l'ouragan Mélissa, mais quand même, et le pays était dans les rayons d'action de cette catastrophe naturelle. C'est ce qui explique ce qui s'est passé. Et à côté de ce bilan très lourd, de ce bilan humain très lourd, il y a des dégâts matériels qui ont été enregistrés selon la protection civile. Il y a plus de milliers de maisons qui ont été inondées. Il y a des routes qui sont coupées. Il y a des champs qui ont été ravagés par les eaux en furie. Donc, c'est très catastrophique ce qui s'est passé en Haïti. Et là, j'imagine qu'on est encore à la recherche peut-être de survivants ou en tout cas, on est encore sur le terrain pour essayer d'aider la population qui en a grand besoin. Oui, tout à fait. Et les recherches continuent, mais la particularité de ces régions complique un peu et les recherches et le faible système de réponse aussi rend compliqué des interventions des autorités pour pouvoir secourir d'éventuelles victimes. Et déjà, après le passage de cette catastrophe naturelle, on craint aussi une recrudescence de l'épidémie du choléra qui est toujours présent en Haïti. On a recensé quelques cas confirmés dans le département du Sud-Est, dans le département de la Grande-Est également. Et donc, on est en train de faire des évaluations pour voir quelle intervention faire, pour voir aussi comment anticiper une recrudescence de cette épidémie. Jean-Daniel, est-ce qu'on a les ressources pour aider les gens, la population, pour éviter cette épidémie aussi? Bon, mais déjà, le système de santé est dans la situation que l'on connaît. Le pays aussi est dans la précarité que l'on connaît. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir apporter une réponse efficace et proportionnelle à la catastrophe qui est en train de se dessiner. Une épreuve de plus, donc, pour les Haïtiens. Jean-Daniel Sénat, en direct de Port-au-Prince. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Donald Trump limite l'accueil des réfugiés à 7500 par an et dont la priorité aux Afrikaners. Les autorités américaines ont annoncé en février un programme destiné aux Afrikaners, affirmant que les agriculteurs blancs sud-africains étaient victimes de discrimination, de violence dans leur propre pays. Le reportage est signé Euronews. Les États-Unis limitent à 7500 le nombre de réfugiés accueillis chaque année et accordent la priorité aux Sud-Africains blancs. L'administration Trump n'a pas justifié sa décision, bien qu'il s'agisse d'une restriction considérable par rapport au plafond de 125 000 fixé l'année dernière sous la présidence démocrate de Joe Biden. Lorsque Donald Trump est entré en fonction, il a suspendu le programme et depuis lors, seuls quelques réfugiés sont arrivés dans le pays, principalement des Sud-Africains blancs. En février, le gouvernement a annoncé le programme destiné aux Afrikaners, affirmant que ces propriétaires terriens blancs sud-africains étaient victimes de discrimination et de violence dans leur propre pays. Donald Trump a d'ailleurs personnellement critiqué le président sud-africain à ce sujet lorsqu'il a reçu Cyril Ramaphosa à Washington en mai. Le même mois, un groupe de 49 Afrikaners ont bénéficié de ce programme pour se rendre aux États-Unis. La décision de l'administration Trump signifie que les personnes fuyant la famine et la guerre dans des pays tels que le Soudan n'ont plus aucune chance de s'installer aux États-Unis. Une déchéance au sein de la famille royale par le biais d'un simple communiqué. Les Britanniques ont appris que le roi Charles III a déchu de son titre de prince Andrew. Ce dernier va également devoir déménager de la résidence qu'il occupait. Une nouvelle étape de la chute du fils d'Élisabeth II, mise en cause dans l'affaire de Jeffrey Epstein. Le reportage est signé France 24. Une déchéance au sein de la famille royale
C'est par le biais d'un simple communiqué publié jeudi soir que les Britanniques ont été informés. Sa Majesté a aujourd'hui engagé une procédure officielle visant à retirer au prince Andrew ses titres et distinctions honorifiques. Le prince Andrew sera désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten Windsor. Leur Majesté souhaite préciser que leurs pensées et leur profonde sympathie vont et continueront d'aller aux victimes et aux survivants de toutes les formes d'abus. En plus de perdre son titre de prince, Andrew va devoir déménager du Royal Lodge, la résidence royale de 30 pièces qu'il occupe près de Windsor. Il sera logé dans une propriété privée du domaine de Sandringham où se trouve une très belle ferme. Je dois dire que je suis assez stupéfaite. C'est la mesure la plus sévère qui ait jamais été prise à l'encontre d'un membre de la famille royale. Une nouvelle étape dans la chute du deuxième fils d'Élisabeth II, mise en cause ces dernières années pour avoir entretenu des liens étroits avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Des accusations étayées par le témoignage de Virginia Giuffre, aujourd'hui décédée. Cette Américaine a publié la semaine dernière des mémoires posthumes dans lesquelles elle révèle avoir été contrainte à des relations sexuelles avec Andrew à 3 reprises, dont au moins 2 quand elle avait 17 ans. Sa famille a réagi, se félicitant du courage de leur fille qui a fait tomber un prince britannique. Crime au Soudan. Les forces paramilitaires FSR accusées d'avoir massacré les civils à El Fasher. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, les combattants des forces de soutien rapide ont tué mardi 460 patients et leurs accompagnateurs à l'hôpital saoudien de la ville d'El Fasher. Des témoins ont également indiqué que les combattants des FSR sont allés de maison en maison, frappant et tirant sur des personnes, y compris des femmes et des enfants. De nombreuses personnes seraient mortes de blessures par balles dans les rues. Le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Remedi, a déclaré mercredi qu'une enquête avait été ouverte sur ces violations. La commission d'enquête doit immédiatement commencer à enquêter et à demander des comptes à tout soldat ou officier qui a commis un crime ou dépassé les limites à l'encontre d'une personne. Ils seront immédiatement arrêtés et les résultats de l'enquête seront annoncés immédiatement et publiquement devant tout le monde. Des militants et des groupes de défense des droits humains ont affirmé que les récentes avancées des FSR dans le centre du Soudan et au Darfour ont entraîné la mort de centaines de civils. Les FSR ont également pris le contrôle de la ville stratégique de Bara, dans l'état central du Kordofan du Nord, au cours du week-end. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré que 5 de ses volontaires avaient été tués dans la ville lundi, alors qu'ils distribuaient de la nourriture et portaient des gilets officiels. 2 autres volontaires étaient toujours portés disparus. C'est inacceptable, car tuer un humanitaire, bombarder une ambulance ou bloquer une opération de distribution de nourriture, comme cela s'est produit au Kordofan du Nord, revient à affaiblir des communautés entières et à priver des communautés et des personnes de ce dont elles ont besoin. 2 ans et demi de combat pour le contrôle du Soudan ont créé ce que l'ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde. Plus de 14 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées. El Fasher est confronté à la famine, l'ONU ayant déclaré l'état de famine dans les camps de déplacés autour de la ville. La victoire des paramilitaires à El Fasher, après un siège de 18 mois, consolide leur contrôle sur le Darfour. Selon les analystes, les FSR pourraient profiter de cet élan pour tenter d'étendre son territoire. Direction la Tanzanie, présidentielle en Tanzanie, les heurts se poursuivent après un scrutin contesté. Les tensions demeurent vives en Tanzanie après l'élection présidentielle du 29 octobre, marquée par de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les opposants dénoncent un scrutin entaché d'irrégularités massives et l'arrestation arbitraire de plusieurs figures de l'opposition. Le reportage est signé Africa News. Au lendemain d'une violente journée d'élection en Tanzanie, les heurts se sont poursuivis jeudi. Des centaines de jeunes ont défié le déploiement sécuritaire imposé par les autorités pour manifester leur colère dans les rues de Dar es Salaam. Le pays est bloqué, Internet est coupé, les écoles fermées et un couvre-feu a été imposé dans la capitale.
Un dispositif de sécurité incarné par des arrestations et des exécutions contre le moindre opposant mis en place par la présidente Samia Suluhu Hassan et son fils, pilote d'une force d'intervention informelle, témoigne d'une répression féroce dénoncée par les manifestants. Une trentaine de personnes auraient été tuées dans les violences. Plusieurs postes de contrôle ont été installés autour des villes par la police et l'armée. La présidente Samia Suluhu Hassan, qui a été promue à ses fonctions il y a 4 ans, lors du décès de John Magufuli, son prédécesseur, aspire de nouveau à être élue. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui, mais avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. À 7h du matin, 57 degrés Fahrenheit, 8h du matin, 57 degrés Fahrenheit, à 10h, 57 degrés Fahrenheit, 11h du mat, 57 degrés Fahrenheit, à midi, 58 degrés Fahrenheit, 1h, 59 degrés Fahrenheit, 2h, 58 degrés Fahrenheit, 3h, 57 degrés Fahrenheit, 4h, 56 degrés Fahrenheit, 5h, 53 degrés Fahrenheit, 6h, 53 degrés Fahrenheit, 7h, 51 degrés Fahrenheit, 8h, 51 degrés Fahrenheit, 9h, 51 degrés Fahrenheit, à 10h du soir, température à 57 degrés Fahrenheit, minuit pour ce soir, 58 degrés, ah voilà, c'est plutôt midi, 58 degrés 4, c'est à peu près là, midi 58 degrés Fahrenheit, et puis à 1h de l'après-midi, 59 degrés Fahrenheit, mais ce soir, la température va monter d'un cran. Est-ce que ça va monter? Non. À 6h, température 53 degrés Fahrenheit, 7h, 51 degrés Fahrenheit, à 8h du soir, 51 degrés Fahrenheit, 9h, 51 degrés Fahrenheit, à 10h du soir, 50 degrés Fahrenheit, à 11h, 49 degrés Fahrenheit. Fin de matinée, montée vers 59 degrés Fahrenheit, oui, après-midi, redescente vers 53 degrés Fahrenheit, soirée, refroidissement progressif vers 49-50 degrés pour ce soir. C'est la fin de ce grand journal. Alexa, Open Swag Radio 24h sur 24 avec vous, chez vous, pour vous tous les jours. Swag Radio, très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur Facebook, YouTube. Eh oui, Swag Radio très bientôt sur TikTok. L'énergie, le flow et l'attitude, c'est Swag Radio. Oui, on est avec du style, le son qui swag, bien mangé chez un Brothers Café Créole. La cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 de 94 14 25. Brothers Café Créole, P-News, les informations à la vitesse de la lumière. P-News pour rester bien informé. P-News sur Facebook, WhatsApp. Likez la page de Swag Radio sur Facebook et sur YouTube. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Boston, Massachusetts, dans la studio de Swag Radio. N'oubliez pas, c'est l'Halloween Night. Évitez de manger trop de surettes et trop de sucreries. Les enfants vont sortir ce soir pour aller trick or treat. Oh là là, le Spooky Man, Spooky World, le Spooky Man sera présent ce aujourd'hui dans la capitale des grandes écoles du monde. Passez un joyeux vendredi, un joyeux week-end. Rendez-vous c'est pour lundi. Au revoir. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. À lundi.